Il trouva un enfant apache affamé 4 jours plus tard. 3 femmes apaches se tenaient à sa porte. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous la regardez. Territoire de l'Arizona. Hiver 1882. Reed Holston n'aimait pas beaucoup la clôture nord. Le tronçon serpentait à travers des broussailles cassantes et des rochers blanchis par le soleil. Il a toujours besoin d'être réparé. Il est toujours trop loin de la cabine pour s'en soucier, à moins que quelque chose ne le pousse là-bas. Un poteau cassé, un animal qui passe à travers ou le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce matin-là, c'était le dernier. Il s'était réveillé tôt, comme d'habitude. J'ai nourri les meules, vérifié la porte du hangar qui ne fermait jamais vraiment bien. Il moulait son café à la main, lentement et régulièrement, comme il le faisait toujours. Sa cabane, avec ses murs en bois brut, son seul tuyau de poêle, son toit rapiécé d'écorce et d'espoir, était restée silencieuse toute la nuit. Pas de visiteurs, pas de bruit, juste le vent, mais quelque chose lui avait quand même fait signe. Une traction dans l'intestin. Il a essayé de l'ignorer. Ça n'a pas marché. Il se dirigea donc vers le nord-est, traversant un vent qui lui coupait le manteau et lui laissait le dos des mains à vif. Les plaines étaient vastes et ouvertes, le genre de terre qui ne cachait rien, sauf quand elle le faisait. Il y a des années, il a appris à ne pas chercher ce qui était là, mais ce qui n'était pas, l'absence de mouvement, la forme qui n'appartient pas. C'est ce qui a attiré son attention. À première vue, ce n'était qu'un monticule dans la terre, bas et affaissé près de la base du poteau de clôture où le fil s'enroulait. Il s'agissait peut-être d'un sac ou d'une carcasse de coyote, du genre traîné par des buses et à moitié recouvert de gravier soufflé par le vent, mais ce n'était pas le cas. Il ralentit la mule et descendit, ses bottes craquant dans le sol froid. Il s'approcha d'un œil prudent. Une main restait près de son étui, par habitude, même si son instinct lui disait déjà que ce n'était pas un danger. C'était quelque chose de pire. C'était un enfant, un garçon, un peu disparate à la première vue, pas plus de 5 ou 6 ans, recroquevillé sur lui-même comme quelque chose essayant de disparaître pieds nus. Ses côtes apparaissaient à travers la peau. Une joue gisait contre le sol dur, ses lèvres étaient sèches et fendues. Ses mains étaient petites, ses doigts raides et changeaient de couleur. Il portait une fine chemise en peau de daim déchirée le long d'une manche. Pas de manteau, pas de couverture. Les cendres d'un petit feu de camp avaient été soufflées et mélangées à ses cheveux. Reed s'accroupit et laissa échapper un souffle par le nez. Il regarda autour de lui. Aucune trace, aucune fumée, aucun mouvement dans aucune direction. Juste ce garçon qui meurt lentement et seul. Reed hésita, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il était seul depuis des années et qu'accueillir quelqu'un n'était pas une mince affaire. Pas d'ici. Pas alors que l'hiver commence à peine à montrer ses dents. La dernière personne qu'il avait tenue dans ses bras était sa femme 6 ans plus tôt, mourante dans un lit qui sentait la maladie et l'huile de pain. Depuis lors, il n'y avait plus que lui, les mules et le bétail. C'était par choix. Ce n'était pas le cas. Il retira son lourd manteau, une épaisse toile doublée de laine, la seule chose qu'il avait gardée au chaud pendant l'hiver dernier, et l'enroula autour du garçon avec des mains prudentes. Il n'a pas parlé. De toute façon, le garçon ne pouvait pas entendre, pas dans ce combat. Reed glissa ses bras sous l'enfant, le souleva doucement et sentit à quel point il était léger, presque sans poids, os et peau. Alors qu'il se retournait vers la mule, le vent se leva à nouveau. Cela l'a frappé à la poitrine et l'a fait plisser les yeux. Il regarda une fois de plus les plaines vides, espérant apercevoir quelqu'un. N'importe qui, mais il n'y avait rien, murmura-t-il dans sa barbe, plus pour lui-même que pour le garçon. Très bien alors. Il retourna à la cabane avec le garçon bercé dans un bras, la pluie dans l'autre main. Chaque battement de sabot lui apportait un peu plus de clarté dans la poitrine. Ce n'était pas temporaire, ce n'était pas une aide. C'était désormais sa responsabilité. Le trajet a duré 20 minutes. Il ne s'est pas précipité. À l'intérieur de la cabine, le poêle était encore chaud après la brûlure du matin. Il a alimenté le feu avec du cèdre sec, puis a déblayé le lit de camp à proximité. Il déposa doucement le garçon, son propre manteau toujours enroulé autour de lui, et sentit le froid quitter la peau de l'enfant par vagues lentes. Il alla chercher de l'eau, la fit chauffer, lava les mains du garçon avec un chiffon, remarqua les coupures,
la saleté profondément incrustée dans ses ongles et les ecchymoses violettes le long de ses bras. Reed n'a pas demandé ce qui s'était passé. Le garçon n'aurait pas pu répondre de toute façon. Il prépara un bouillon, y dilua des haricots avec de la graisse, du sel et de l'eau, et le laissa refroidir dans une tasse en fer blanc. Il s'agenouilla, souleva légèrement la tête du garçon et pressa le bord de la tasse contre ses lèvres. Le garçon déglutit. C'était suffisant. Reed resta là à côté de lui pendant un long moment, agenouillé sur le sol de la cabine, les genoux douloureux et une main posée sur l'épaule du garçon, non pas par confort, mais pour se rappeler que c'était réel, que quelqu'un d'autre respirait à nouveau dans sa maison. Quelqu'un d'autre comptait. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il était assis sur une chaise près du poêle, regardant la poitrine du garçon se soulever et s'abaisser sous les fourrures, écoutant le vent marteler les murs. Il n'y avait aucun plan, aucune explication, juste le fait que quelque chose en lui refusait de laisser cet enfant mourir seul là-bas. Même s'il ne savait pas ce qui allait suivre, le garçon ne parla pas ce premier jour ni le lendemain. Reed Holston n'a pas insisté. Il n'a pas essayé de lui soutirer un nom, un mot ou une histoire. Le garçon mangeait ce qu'on lui donnait, buvait quand on le lui demandait et dormait plus que toute autre chose. Quand il était réveillé, ses yeux suivaient Reed, sans jamais lui faire entièrement confiance, mais sans jamais avoir peur non plus. En regardant simplement, Reed a réparé la charnière cassée de la porte, a fendu plus de bois de chauffage, a revérifié la ligne de clôture et a nourri le bétail. Il accomplissait sa routine avec la même discipline tranquille qu'il avait toujours eue, mais maintenant il y avait une assiette supplémentaire sur la table et il cuisinait plus d'une portion à la fois. Cela n'a pas demandé beaucoup de réflexion. Il l'a juste fait. C'est ainsi qu'il a vécu depuis la guerre. Faites la chose suivante, puis la suivante. Ne pensez pas au-delà de demain. Le troisième soir, le garçon se tenait seul, pieds nus près du poêle, tenant à deux mains la tasse que Reed lui tendait. Ses jambes étaient encore instables. Reed remarqua que le garçon jetait un coup d'œil à la porte plus d'une fois, comme s'il attendait quelqu'un. Reed posa son café et se pencha en avant sur la chaise. « Quelqu'un vient te chercher ?» demanda-t-il clairement. Le garçon n'a pas répondu. Ses doigts se resserraient en davantage autour de la tasse. Reed n'a pas demandé à nouveau, mais cette question « Est-ce que quelqu'un vient te chercher ?» coincée au fond de son esprit alors que le feu crépitait doucement. Le lendemain matin, la réponse est arrivée. Il était juste après l'aube que le soleil se levait sur la ligne de crête. Reed était sorti pour aller chercher du petit bois lorsque la mule renifla brusquement et recula de la clôture. Reed suivit le regard du mulet. Là, dans la lumière gris pâle, se tenaient trois silhouettes à pied. Des femmes par endroits, assez proches maintenant pour que leur souffle soit visible dans l'air froid. Ils ne bougeaient pas, ne faisaient pas signe de la main, se tenaient simplement sur une hauteur au-dessus de la cabine, la brise tirant doucement sur leurs longues jupes et leurs cheveux tressés. Reed sentit son ventre se serrer. Il regarda en arrière vers la cabane où les garçons dormaient encore. Puis il se tourna vers eux. Ils étaient usés. C'était la première chose qu'il remarqua. Pas seulement fatigués, mais épuisés. Leurs mocassins étaient couverts de poussière et de boue incrustée. Leurs robes, longues en peau de cerf, brodées de perles et de coquillages, étaient déchirées aux coutures et pendaient par endroits. L'une d'elles portait un paquet enveloppé attaché sur son dos. Une autre portait ce qui ressemblait à un vieux couteau de chasse attaché à sa ceinture avec un morceau de tissu. Leurs joues étaient brûlées par le soleil et leurs bras étaient maigres. Celui qui était devant, visiblement le plus âgé, s'avança seul. Elle avait un corps fort, courbé, large au niveau des hanches, avec une poitrine pleine et relevée sous les lacets desserrés d'un corsage déchiré. Sa robe avait été raccommodée par endroits avec des pièces de cuir, mais le devant était encore suffisamment ouvert pour révéler le haut de sa poitrine qui montait et descendait au rythme de sa respiration. Ses yeux ne vacillaient pas. Sa voix, quand elle se fit entendre, était basse et égale. « Tu as notre fils, » dit-elle. Pas de colère, pas de menace, juste des faits. La mâchoire de Reed se serra. Son esprit fonctionnait rapidement. Le garçon n'avait rien dit, mais les signes étaient tous là. Cette femme, cette mère, cherchait depuis des jours, probablement, peut-être plus longtemps. Il regarda au-delà d'elle vers les deux autres femmes.
L'un était plus jeune, avec des cheveux noirs détachés et des yeux qui scrutaient la cabane et les arbres au-delà. L'autre s'accrochait à son côté, mince et voûté, les lèvres serrées l'une contre l'autre. Reed ne dit rien pendant un moment. Son pouls était régulier, mais son corps était alerte, ses épaules tendues. Il regarda l'aîné dans les yeux. Il était à l'intérieur, toujours endormi. Elle hocha la tête une fois, puis attendit. Reed hésita. Il avait toutes les raisons de ne pas faire confiance aux étrangers qui se présentaient à sa porte. Apaches ou non, 3 adultes désespérés apparaissant sans prévenir en plein hiver comportaient des risques. Mais il savait aussi ce que cela signifiait de perdre quelqu'un, de suivre des traces pendant des jours, en espérant que le prochain marqueur de piste mènerait quelque part. Et il savait ce que cela signifiait lorsque le sentier s'arrêtait à votre porte. Il a reculé. « Entrez », dit-il. Il se déplaçait en silence. Aucune question, aucune hésitation. Lorsqu'ils entrèrent dans la cabine, la chaleur les frappa au visage. Leur corps se raidirent sous l'effet du changement. Reed regarda l'aîné traverser rapidement le sol et tomber à genoux à côté du lit. Le garçon s'agita en clignant des yeux, puis ses yeux s'illuminèrent. Il se précipita dans ses bras sans un bruit, enfouissant son visage dans la courbe de sa poitrine. Elle l'entoura étroitement, les mains sur son dos, la tête baissée jusqu'à ce que ses lèvres touchent ses cheveux. Les 2 autres femmes se tenaient dans l'ombre près du mur, observant avec de grands yeux mais sans s'approcher. Le garçon n'a pas pleuré. Elle non plus. Ils ont juste tenu bon. Reed versa de l'eau dans une tasse en fer blanc et la fit glisser sur la table. Puis il ouvrit le garde-manger et en sortit le peu qui restait. De la viande séchée, du pain dur, quelques haricots secs et les a placés près du poêle. « Mange », dit-il. Les femmes ne bougèrent pas tout de suite. Alors la plus grande, serrant toujours le garçon dans ses bras, tendit la main et prit un morceau de pain, le rompit, lui en donna une portion, puis une autre aux autres femmes. Il mangeait lentement, délibérément, tranquillement. Après un long silence, elle leva à nouveau les yeux vers Reed. « Je suis Asha », dit-elle. Il hocha la tête une fois. Roseau, un autre battement passa. « Pourquoi l'as-tu aidé ?» Elle a demandé. « Je ne suis pas en colère, j'essaie juste de comprendre. » Reed se frotta la nuque. Je ne me sentais pas bien de le quitter. Asha soutint son regard pendant une longue seconde. « Non, dit-elle doucement, cela n'aurait pas été le cas. » Cette nuit-là, les femmes sont restées. Reed n'a fait aucune promesse et n'a prononcé aucun discours de bienvenue. Il a simplement disposé des fourrures supplémentaires près du poêle, ajouté plus de bois au feu et s'est assuré que le pot d'eau restait plein. Il a nettoyé son fusil avant de se coucher, comme toujours. Mais quand il leva les yeux, il remarqua quelque chose de différent. La cabine n'était plus vide, et pour la première fois depuis longtemps, cela ne ressemblait pas à une menace. J'avais l'impression que quelque chose commençait. Le matin est arrivé gris et sec, le genre de matin qui n'apporte aucune chaleur malgré le soleil qui se lève sur la crête. Reed Holston se tenait près du poêle, ajoutant du bois fendu à la flamme, tandis que la bouilloire en fer cliquetait faiblement à côté de lui. Ses épaules lui faisaient mal après une nuit difficile dans le fauteuil, mais il ne le montrait pas. Derrière lui, la cabine était plus silencieuse que d'habitude, mais pas silencieuse. Le garçon était à nouveau recroquevillé près du feu, bien serré dans un tas de fourrures pliées. Sa mère, Asha, agenouillée à côté de lui. Elle n'avait pas beaucoup dormi, c'était clair. Ses longs cheveux noirs étaient toujours tressés serrés, bien que de la poussière s'accrochait aux pointes. Sa robe, en peau de cerf effilochée, rapiécée aux coutures, pendait librement sur ses courbes, les lacets de sa poitrine à moitié noués. Une main reposait sur le dos du garçon. L'autre resta sur sa propre cuisse, immobile et stable. Reed n'a pas demandé ce qu'ils avaient fui. Il s'est dit qu'il n'en avait pas besoin. Les 2 autres femmes étaient restées près des ombres de la pièce. La plus jeune, Wren, comme il l'apprendrait plus tard, gardait son dos près du mur, les yeux perçants sans dire un mot. La plus douce, Tula, semblait plus âgée qu'elle ne l'était probablement, se déplaçant doucement, prudemment, comme quelqu'un habitué à éviter les bruits forts. Elle se tenait maintenant près de la fenêtre, regardant la garrigue avec un visage qui disait qu'elle ne s'attendait pas à beaucoup de bien de la journée. Reed les observait tous derrière sa tasse de café. Il n'était pas habitué à cette compagnie, à ce bruit,
à cette respiration qui ne lui appartenait pas. Il n'avait jamais invité personne à rester aussi longtemps auparavant, pas même les chauffeurs de ravitaillement de Bisbee. Et pourtant, il ne leur avait pas demandé de partir non plus. Il n'était pas sûr de ce que cela signifiait. « Je dois vérifier la clôture », dit-il après un moment. Il est sorti sec et plat. Personne ne répondit, mais la tête d'Ash s'inclina légèrement et Reed sut qu'elle l'avait entendu. Il attrapa son manteau, rangea son fusil et sortit dans le froid. La porte se referma derrière lui. La clôture se trouvait à quarter miles à pied de la cabane. Le vent balait la terre dure comme s'il essayait de dépouiller un ours. Reed a vérifié les poteaux un par un, trouvant quelques fils détachés et un coin qui avait été frotté par un cerf ou un coyote. Il travaillait avec des mains gantées, enfonçant une attelle et tordant le fil pour le tendre. Son souffle était embué dans l'air, mais son esprit n'était pas concentré sur le travail. Il n'arrêtait pas de penser à ce qu'Asha avait dit la nuit précédente. « Tu as notre fils, pas mon fils, pas le garçon. Notre fils. » Cela signifiait quelque chose. Ce n'est peut-être pas comme ça que la plupart des gens le liraient, mais sa lecture laisse entrevoir un lien entre ces femmes. Pas seulement du sang, mais une survie partagée. Peut-être qu'ils n'étaient pas liés par la famille. Peut-être étaient-ils tout ce qui restait de quelque chose qui était autrefois plus grand. Une tribu, un camp, une communauté, anéantie ou dispersée. Il l'avait déjà vu. Reed avait servi comme éclaireur de l'Union en 1964, principalement sur le territoire de l'Arizona. Il avait vu les deux côtés de la dure vérité, ce que les hommes en uniforme ont fait aux familles Apaches et ce qui a été fait en retour. Il n'en a pas parlé, mais cela ne l'a jamais quitté. Pas complètement. Ce garçon avait survécu à quelque chose, les femmes aussi, et maintenant, elles étaient à l'intérieur de sa maison. Lorsqu'il revint vers midi, l'odeur des haricots cuits l'atteignit avant même qu'il ne mette les pieds à l'intérieur. Tout là s'était mis au fourneau. Le garçon était maintenant assis droit. À côté d'elle, les jambes croisées sous lui, mâchant lentement une tranche de pain. Son visage était moins creusé aujourd'hui, ses yeux plus brillants. Ren était toujours sur les nerfs, mais elle se tenait maintenant près du poêle. Sa robe, plus courte que les autres, dévoilait ses jambes jusqu'à la cuisse, et elle était toujours pieds nus malgré le froid. Reed jeta un coup d'œil à ses pieds. Peau craquelée, saignement par endroits. Il releva son regard sans faire de commentaire. « De rien, Bud, dit-il à personne en particulier. J'en ai un en plus. Ça ne va peut-être pas, mais c'est mieux que ça. » Ren ne répondit pas, mais Asha le fit depuis son siège près du lit. Elle leva les yeux vers lui et hocha la tête une fois. « Nous prendrons soin des nôtres. » Reed n'a pas discuté. Il se versa une tasse de café et resta sur le pas de la porte à les observer tous. Cela le frappa à nouveau. Cette cabine n'avait jamais accueilli autant de monde auparavant. Même pas lorsque lui et sa femme se sont installés sur cette terre pour la première fois. Cela avait toujours été un lieu de silence, un endroit pour se protéger du monde extérieur. Maintenant, c'était plein. Il pensa demander combien de temps il comptait rester, mais quelque chose en lui résista. La question le rendrait réel, le rendrait temporaire. Au lieu de cela, il n'a rien dit. Ce soir-là, alors que la lumière s'estompait dans les collines devenues bleues, Asha sortit. Elle ne dit pas où elle allait, elle enroula simplement le manteau de Reed autour de ses épaules, le même manteau qu'elle lui avait rendu plié et brossé, et descendit vers le lit du ruisseau où les roseaux séchés se courbaient sous le vent. Reed la suivit à distance, pas trop près, mais pas assez loin pour qu'elle pense qu'il s'en fichait. Elle s'arrêta près d'un amas de pierres. Nelt dit quelque chose à voix basse dans une langue qu'il ne comprenait pas. Son dos se soulevait et s'abaissait à un rythme lent, comme si elle mesurait soigneusement sa respiration. Reed se tenait à quelques pas derrière, observant. Lorsqu'elle se releva, elle se tourna vers lui. Ses yeux n'étaient pas humides, mais ils étaient lourds. « Tu n'as pas demandé ce qui nous est arrivé, dit-elle. Il secoua la tête. « Je ne pensais pas que tu me le dirais si je le faisais. » Elle hocha la tête. « Ensuite, nous avons caché le garçon lors d'un raid. Je l'ai recouvert de broussailles. Nous avons couru. Il nous a fallu des jours pour retrouver l'endroit, et quand nous l'avons fait, il ne restait plus rien. » Reed baissa les yeux et laissa échapper un lent souffle. « Tu as parcouru un long chemin. »« Oui. » Il hésita puis dit, « Tu es en sécurité ici. » Elle ne l'a pas remercié. Elle l'a juste regardé avec quelque chose d'illisible. Peut-être du respect, peut-être de la prudence. Puis elle passa lentement devant lui,
le bord de sa robe déchirée effleurant sa jambe lorsqu'elle passa. Cette nuit-là, personne n'a demandé d'espace. Le garçon se blottit contre Asha sous les fourrures. Tula s'est allongé près du feu. Ren était assise en tailleur près de la fenêtre, le manteau de Reed drapé sur ses genoux. Reed était assis sur la chaise, les yeux à moitié fermés, le fusil sur ses genoux comme toujours. Il ne savait pas ce que demain lui apporterait. Mais pour l'instant, ils étaient tous encore là, et c'était suffisant. Les jours sont devenus plus froids après cela. Le matin a commencé avant la lumière. L'intérieur de la cabine était recouvert de givre sur les bords des fenêtres. Reed s'est réveillé tôt comme toujours, mais maintenant il n'était plus seul dans le silence. Il y avait les doux souffles du garçon, enfouis sous les fourrures près du poêle. Les doux mouvements de Tula alors qu'elle roulait ses articulations raides et se levait, toujours la première à bouger après Reed. Ren resta encore plus longtemps, les yeux à peine ouverts, observant, évaluant, voire à moitié éveillé. Et Asha, elle restait silencieuse mais alerte, toujours la plus proche du garçon, son bras drapé sur lui comme une promesse qui ne serait plus brisée. Reed remarqua que la cabine semblait plus petite maintenant. Pas dans le mauvais sens du terme, juste remplie. Le bois craquait différemment sous les pas. La bouilloire s'est vidée plus vite. Le bois de chauffage a disparu 2 fois plus vite. Mais personne ne s'est plaint. Ils bougeaient tous en rythme comme s'ils l'avaient déjà fait, ou du moins comprenaient ce que signifiait survivre à l'hiver avec d'autres. Routine, silence et utilisation de chaque rebut. Ce matin-là, alors qu'il enfilait son manteau et ouvrait la porte, le vent violent et sec souffla à travers la cour avec un hurlement qui fit bouger le bétail dans la bergerie. Il sortit et remarqua immédiatement Asha derrière lui. Elle avait suivi pieds nus, à l'exception de mocassins usés, les bras serrés sur sa poitrine. Les lacets lâches de sa robe en peau de dème se séparèrent à nouveau au niveau de sa poitrine, plus par inadvertance que par intention, mais Reed détournant le regard par instinct et par respect. « Tu as froid, murmura-t-il. » Elle n'a rien dit. Serre juste ses bras. Sans réfléchir, il retira son manteau et le lui tendit. Elle hésita, les yeux plissés, non pas par peur, mais par fierté. « Prends-le, dit-il clairement. Je déménage. Vous n'êtes pas. » Elle tendit la main et prit le manteau. Ses doigts s'effleurèrent les siens pendant une seconde, sa peau chaude contre des mains rugueuses et cailleuses. Elle glissa le manteau sur ses épaules et resta immobile un instant, le regardant. Son expression s'adoucit légèrement. « Tu donnes ton manteau trop facilement, dit-elle. Reed haussa brièvement les épaules. « Il n'y en a qu'un seul parmi vous qui tremble. » C'était la première fois qu'elle souriait presque. Ils sont allés ensemble au corral. Asha resta silencieuse, observant comment il vérifiait la porte, comment il passait une main le long du flanc du mulet, comment il ramassait quelques poignées d'avoine dans l'auge et passait sa botte dans la boue gelée pour vérifier le drainage. Elle le suivit, marchant prudemment, son corps se déplaçant avec une confiance tranquille. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle venait de ramasser le sac d'alimentation lorsqu'il a glissé du crochet et le lui a tenu ouvert. Il a remarqué qu'elle ne portait pas de gants. Ses doigts étaient rouges à cause du froid. « Vous utilisez les chevaux ?» il a demandé. « Passe ton genre, répondit-elle. Les nôtres étaient plus rapides et plus petits. Pourriez-vous utiliser de l'aide? » Elle n'a pas répondu, mais elle laisse rester. De retour à la cabine, Tula avait commencé la soupe. Reed pouvait sentir la graisse du porc salé et les oignons sauvages qui réchauffaient dans la marmite. Le garçon jouait maintenant, tranquillement, avec un bâton qu'il traînait le long du bord de la pierre du foyer. Ren était assise près de lui, ses jambes repliées sous elle, une main tournant paresseusement une petite pochette en cuir encore et encore entre ses doigts. Reed s'assit près de la table. Ses muscles lui font mal. Son bas du dos s'était raidi à force de porter du bois la veille, mais il ne dit rien. Plus tard, pendant que les femmes mangeaient, Asha se leva et se dirigea vers le lavabo. Elle trempa un chiffon dans l'eau chaude et s'agenouilla devant Ren, qui tressaillit légèrement. Asha ne dit rien, prit simplement le pied de sa sœur, crevassé et saignant par endroits, et commença à le nettoyer. Reed regardait de l'autre côté de la pièce. Il réalisa alors qu'elles n'étaient pas seulement des femmes voyageant ensemble. Elles se soutenaient l'une l'autre, pas comme des sœurs de sang, peut-être, mais comme quelque chose de plus ancien, quelque chose de gagné. Il regarda Asha envelopper le pied dans une bande de coton propre qu'elle avait arrachée de son propre ourlet.
Wren ne parla pas, mais sa tête était baissée, son menton baissé. C'était la chose la plus proche d'un merci que Reed l'ait vu donner. Cette nuit-là, après que le feu fut allumé et que le vent secoua violemment les fenêtres, Reed s'assit près du poêle pour nettoyer le fusil. Il remarqua Asha debout près de la porte, fixant le loquet. « Tu as peur qu'il y ait encore quelqu'un dehors? » Il a demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite, puis elle dit, « Les hommes qui ont incendié notre camp, ils ne viendront pas jusqu'ici, pas à pied. Mais s'ils ont vendu des informations, ils ne viendront pas. » Reed intervint. « Viens, certainement. » Elle le regarda. « Tu ne sais pas ça. »« Non, dit-il, mais j'ai vu des hommes comme ça. Ils ne couronnent pas après ce qu'ils croient morts. » Asha hocha légèrement la tête, mais ses doigts s'attardèrent près du chambranle de la porte, frottant le bois brut comme si elle en mémorisait le grain. Il posa le fusil. « Tu n'es pas seul ici, dit-il. » Elle se retourna lentement, son corps se dessinant dans la lumière du feu, le manteau de Reed toujours drapé sur elle. Il glissa légèrement de son épaule, révélant la ligne lisse de sa peau jusqu'à sa clavicule. Elle ne le releva pas, se contenta de rester là. « Tu n'as pas demandé ça, dit-elle. » Reed secoua la tête. Personne ne l'a demandé. « Pourtant, ajouta-t-elle doucement, tu n'as pas fermé ta porte. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. » Le vent dehors se leva de nouveau. Rauque, le loquet se referma, puis le silence se fit. Asha s'approcha lentement et d'un pas assuré et s'assit près du poêle, non pas à côté de lui, mais suffisamment près pour que leurs genoux se touchent presque. « Tu as perdu quelqu'un, dit-elle. »« Ma femme, répondit-il après une pause, il y a 6 ans. Pneumonie. » Asha regarda le feu. « J'ai tout perdu en une nuit. » Ils restèrent assis là, sans parler, tandis que le feu crépitait et que la respiration des garçons s'apaisait dans le sommeil derrière eux. Personne ne bougea pour éteindre les lampes. Personne ne dit à personne où dormir. Et lorsqu'Asha tendit la main pour ajuster la bûche dans le feu avec un bâton, son bras nu effleura les siens. Elle ne s'écarta pas, et lui non plus. La neige tomba en force cette semaine-là. Un matin, elle commença par une fine couche de neige sur la crête, mais la nuit suivante, le sol était recouvert d'une épaisse couche de neige, pesant sur tout. Les branches des ismisquites fléchissaient. La queue de la mule se remplissait de congères. L'air lui-même semblait plus calme, assourdi par le poids de l'hiver qui s'installait. Reed Holston se leva tôt et veilla tard, s'efforçant de maintenir la cabane au chaud, de nourrir les animaux et de dégager le toit avant qu'il ne s'affaisse sous une neige qu'il n'était pas conçu pour supporter. Mais cette fois, il n'était pas seul. Asha adopta la routine sans qu'on lui dise. Elle coupa du bois sans rien demander. Elle nourrit la mule, puis rentra se réchauffer les doigts près du poêle avant d'aider Tula à préparer la cuisson. Elle portait toujours sa robe en peau de daim, rapiécée, effilochée, obstinément basse sur la poitrine, mais elle portait maintenant un manteau que Reed lui avait offert et une écharpe en laine qu'elle avait trouvée dans son coffre. Elle se tenait de la même manière chaque jour, calme, concentrée, avec une force patiente que Reed respectait profondément. Wren gardait toujours ses distances. Elle parlait peu, observait tout, mais sa tension s'était relâchée. Elle ne broncha plus lorsque Reed entrait dans une pièce. Elle emmena le garçon dehors une fois, juste pour lui faire le tour de la cabane et revenir. Il revint, les joues rouges et riant. Le premier véritable son de joie que Reed entendait de lui depuis qu'il avait été retrouvé. Le garçon dont il parlait maintenant Tojo avait commencé à parler à voix basse, principalement à Asha, parfois à Tula, jamais à Reed, mais il le suivait dans le jardin lorsque Reed allait chercher de l'eau ou vérifiait des pièges. Il ne posait pas de questions, il reproduisait simplement ses mouvements, comme s'il essayait d'apprendre quelque chose en le faisant. Reed s'en fichait. Cela lui rappelait une époque plus simple, avant que tout ne se calme dans son monde. Un après-midi, alors que la neige se calmait pendant quelques heures, Asha aida Reed à dégager un sentier menant au poulailler. Ils travaillèrent côte à côte sans parler. Elle se déplaçait avec un rythme naturel, son corps fort et agile. À un moment, elle s'arrêta pour enlever la neige de sa manche et surprit Reed en train de l'observer. Il détourna rapidement le regard, mais elle ne le fit pas. « Tu vivais avec des gens, dit-elle. Pas une question, une observation. » Reed hocha la tête une fois. « Il y a longtemps, des soldats, des éclaireurs, puis des éleveurs, puis juste elle et moi. » Asha jeta un coup d'œil vers la cabane.
La femme que tu as perdue? Oui, elle est morte ici, dans le lit. Silence, puis Asha dit, « C'est un bon endroit pour mourir. » Bien au chaud, couvert. Reed ne répondit pas. Il serra plus fort la pelle et se fraya un chemin dans la neige. Ce soir-là, après le dîner, ragoût de lapin et pain dur. Ils s'assirent ensemble dans la cabane, tandis que le vent se maintenait dehors. Tula s'était mis à recoudre une déchirure dans la manche de Ren. Il resta recroquevillé, la tête sur les genoux d'Asha, le pouce près de la bouche, mais pas tout à fait dedans. Il prenait des forces, mangeait davantage, respirait mieux. La teinte violacée de ses doigts s'était estompée. Reed était assis dans un coin à aiguiser sa lame, à moitié concentré, à moitié à l'écoute du bruit de la cabane avec les gens à l'intérieur. De vraies personnes qui bougent, vivantes, pas des fantômes. Asha caressa les cheveux de Tojo, sa main se déplaçant lentement et sûrement. « Il a besoin d'un père, dit-elle soudain. Reed leva les yeux, surpris par cette franchise. « Je ne te demande rien, ajouta-t-elle en lisant son visage. Je dis juste qu'il en a besoin d'un, acquiesça Reed. Il deviendra autonome. Peut-être, dit-elle, mais les garçons qui n'ont pas d'hommes à suivre, ils deviennent soit sauvages, soit endurcis. Parfois les deux. Reed se renversa dans son fauteuil et fixa longuement le feu. « Je ne suis pas très bavard, dit-il finalement. « Jamais. Tu n'es pas obligé de parler, dit-elle sans le regarder. Reste, c'est tout. » Plus tard dans la nuit, après que les autres se furent couchés, Reed resta éveillé, assis près du poêle, à regarder les dernières braises brûler. Le vent dehors s'était calmé. Des flocons de neige frappaient doucement la vitre. Asha s'approcha de lui, émitouflée dans son manteau, les pieds nus immobiles sur le parquet. Elle ne parla pas, se contenta de rester là, près de lui. Sa main effleura son épaule, puis s'y posa. Reed ne bougea pas. Il ferma les yeux et laissa faire. Aucune promesse ne fut faite, aucune décision ne fut prise. Mais à cet instant, quelque chose qui était enfermé au plus profond de lui se transforma. Pas complètement, juste assez. Les jours passèrent, plus lents en plein hiver, mais chacun portait plus lourd. La neige ne se levait pas. Elle durcissait, gelait en crête croustillante le long des avant-toits, s'accumulait contre les poteaux de clôture et enfermait le paysage dans le silence. Reed Holston s'y déplaçait sans se plaindre. Il déneigeait des sentiers, nourrissait les animaux, vérifiait les pièges. Ses mains restaient irritées et son souffle ne cessait de transparaître dans l'air froid. Mais il travaillait avec constance, car il n'y avait plus que lui à maintenir en vie. À l'intérieur de la cabane, la chaleur persistait. À peine. Le poêle brûlait presque en permanence. Tula avait appris à rationner le bois, prolongeant la chaleur pendant les longues nuits grâce à de plus petites piles de petits bois et à des allumages intelligents. Elle et Ren partageaient désormais les tâches sans trop se parler. Il n'y avait pas de rôle assigné, pas de règles. Ils observaient simplement ce qui devait être fait et le faisaient. Et Asha, elle, avait cessé de se tenir à l'écart. Elle était maintenant aux côtés de Reed, souvent sans s'accrocher, juste là dans l'écurie, l'aidant à soulever les seaux d'eau dans la cour, à déneiger le sol. Le mulet était de retour au feu tandis qu'il taillait des objets, enfilant les lacets cassés de son manteau pour en faire de nouvelles lanières. Parfois, lorsqu'ils se croisaient à l'intérieur, leurs épaules se frôlaient. Sa robe était toujours la même. Raccommodée, tendue sur sa poitrine, mais maintenant, elle était composée de plusieurs couches. Le manteau de Reed, une couverture de laine drapée comme un châle, une ceinture de cuir bien serrée à sa taille. Les vêtements ne cachaient pas sa silhouette, mais ne cherchaient pas non plus à la montrer. Elle ressemblait à une femme déterminée, posée, présente. Ce soir-là, après que Tosho eut été mise au lit et que Tula s'occupait d'une couture craquelée dans la jupe de Ren, Asha s'approcha de Reed sans hésitation. Il était à l'établi en train de limer un morceau de bois pour trouver un loquet cassé. « Tu ne m'as jamais demandé ce que nous étions avant, dit-elle. Reed ne leva pas les yeux. Je ne pensais pas que ça avait d'importance. Peut-être, dit-elle d'un ton indéchiffrable. Tu as posé la lime et tu l'as tournée lentement. Nous n'étions pas des épouses, dit-elle simplement. Pas toutes, pas dans le sens où les Blancs utilisent ce mot. Nous étions ce qui restait après que les hommes aient été enlevés par des soldats, des bandes rivales ou par la maladie. Ne lisez pas tout de suite.
Aucun jugement sur son visage. J'écoute juste. Il nous appelle maudits. Elle a ajouté notre propre peuple. Je veux dire parce que nous avons vécu. Tu n'as pas l'air maudit. Reed a dit qu'Asha avait incliné la tête. Vous ne bronchez pas quand vous dites cela. Je ne bronche plus devant grand-chose. Asha s'est rapprochée. Elle se tenait juste devant lui maintenant, sans le toucher, mais suffisamment près pour qu'il puisse sentir la légère odeur de terre sur sa peau. Son souffle, chaud, rencontra sa mâchoire. « Tu me regardes, dit-elle d'une voix calme. Mais tu ne prends pas. » La gorge de Reed se serra. Sa main laissait rester immobile. Asha étudia son visage. Puis, très lentement, elle tendit la main et la plaça le long de sa joue. Son pouce effleura la crête d'une vieille cicatrice près de sa mâchoire. Reed ne bougea pas, n'a pas quitté son regard. « Tu n'as rien à faire, dit-elle. Mais si tu veux, je reste. » Pourtant, il n'a rien dit. Elle se pencha, réduisant lentement la distance par centimètre. Sa main guida son visage jusqu'à ce que ses lèvres planent près des siennes. Puis elle l'embrassa. C'était doux, prudent, délibéré. Un moment qui semblait s'être construit silencieusement à travers des regards partagés, des épaules effleurées, des accords tacites pour rester proches et continuer à survivre. Reed ne s'est pas éloigné. Il a laissé faire. Il ferma les yeux et le lui rendit doucement avec retenue. Sa main se déplaça vers la courbe de sa taille, sur la ceinture, sur le tissu, la tenant comme quelque chose de fragile mais pas cassable. Ils n'ont pas parlé après. Mais cette nuit-là, lorsque les autres se couchèrent, Asha resta près de lui près du feu. Elle ne lui a pas pris la main. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'assit simplement à côté de lui, sa cuisse contre la sienne, sa tête finissant par basculer vers son épaule. Et Reed ne s'est pas éloigné. Il resta immobile parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait choisi de rester à ses côtés, non pas par nécessité, mais par désir. Et cela comptait, même si personne ne le disait à voix haute. Plus tôt dans la journée, Tula avait discrètement demandé ce qu'il prévoyait de faire au printemps. Reed n'avait pas répondu, mais maintenant, alors que le vent ralentissait dehors et que le feu réchauffait le plancher de bois sous leurs pieds, la réponse commença à se former dans sa poitrine. Simple, stable, sûr, ils n'iraient nulle part. Le dégel a commencé avec du bruit avant d'être visible. Un matin, de l'eau coulait faiblement du bord du toit, juste assez pour attirer l'attention de Reed Holston alors qu'il sortait pour vérifier des pièges. L'air était encore froid, mais c'était adouci. La lumière aussi changeait, avec désormais plus de jaune que d'argent. Sous la neige, la terre n'avait pas abandonné. Il attendait. À l'intérieur de la cabine, le changement était plus lent, mais tout aussi sûr. Le silence entre eux cinq était devenu quelque chose de chaleureux, pas de vide. Même Ren, qui parlait encore rarement, souriait maintenant. Une ou deux fois aux pétreries de Tojo. Un jour, Reed lui passa une tasse de café sans un mot. Tula est recommencé à fredonner quand elle cuisinait. Sa voix douce résonnait dans la pièce et donnait à l'endroit l'impression d'être une maison plutôt qu'un bunker. Rire plus souvent maintenant, parfois assez fort pour se réveiller tôt. Il suivait Reed dans la grange tous les matins, traînant un balai ou un bâton, l'imitant avec de petits mouvements maladroits. Le garçon ne parlait toujours pas beaucoup, mais il n'en avait pas besoin. Reed enseignait en montrant et non en parlant. Un matin, Asha les rejoignit. Elle se tenait à côté de Reed pendant qu'il brossait la meule. Ses manches étaient retroussées, ses mains nues. La robe décolletée en peau de dame qu'elle portait encore montrait clairement ses courbes lorsqu'elle se penchait en avant. Mais Reed avait arrêté de réagir. Non pas parce qu'il ne l'avait pas remarqué, mais parce qu'il l'avait remarqué, et parce que le fait de le remarquer ne lui donnait plus l'impression d'être une faiblesse. Cela ressemblait à de la confiance. Il lui a tendu la brosse. « Tu as déjà fait ça ?» il a demandé. Elle secoua la tête. « Non, ça n'a pas d'importance. Moule ne se plaindra pas. » Elle a ri. Courte bobine inattendue. Ils se sont frôlés en silence pendant un moment. La grange sentait la paille, le cuir et la chaleur animale. La lumière du soleil pénétrait à travers les lades brisées des poutres étroites. Reed lui jeta un coup d'œil. Elle avait l'air calme, solide, comme si elle appartenait à cet endroit. Plus tard, alors que je retournais à la cabane, Ash s'est arrêté et a regardé à travers le paysage. La neige recouvrait encore la majeure partie du terrain,
Mais le chemin qu'ils avaient emprunté pour descendre jusqu'au hangar était désormais boueux et non gelé. Bientôt, dit-elle. Reed suivit ses yeux. Bientôt quoi? Bientôt, ce sera à nouveau vert. Et alors, il n'a pas répondu. Elle se tourna vers lui. Nous n'avons pas l'intention de prendre le garçon et de partir, Reed. Si c'est ce qui vous inquiète, il secoua la tête. Ce n'était pas le cas. Je ne demande rien, dit-elle. Pas de promesses, pas de terre, mais je ne ferai pas comme si ce n'était pas quelque chose. La bouche de Reed se serra. Il n'était pas doué pour les déclarations. Elle s'est rapprochée. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Dis-moi si tu le souhaites. Je veux arrêter de bouger, dit-elle. Je veux grandir sans courir. Je veux que Ren dorme sans couteau à la main. Je veux que Tula fredonne sans regarder par-dessus son épaule. Sa voix s'adoucit, et je veux me réveiller près de quelqu'un qui n'attend pas de moi que je lui donne quoi que ce soit juste pour rester en vie. Reed croisa son regard. Tu l'as maintenant, dit-il. Tout cela, elle l'étudia longuement et silencieusement. Tu te souviens, Emma? Tu veux dire ça? Il hocha la tête. Je ne t'aurais pas laissé rester si je ne l'avais pas fait. Elle lui prit la main. C'était la première fois qu'elle le faisait en plein jour sans précaution, et le plaça doucement sur sa taille, pas pour séduire, pas pour tenter, juste pour connecter. Je veux être avec toi, pas, dit-elle clairement, mais seulement si tu me veux comme ça, pas parce que je suis là, pas parce que je suis doux, parce que tu me vois. Reed baissa les yeux sur sa main, puis la regarda de nouveau dans les yeux. Sa poitrine se souleva sous la vieille peau de cerf, son souffle chaud s'embuant dans l'air froid entre eux. Sa main resta là où elle l'avait placée. Puis il la prit doucement dans ses bras et la serra dans ses bras. Pas de manière urgente, juste assez longtemps. Cette nuit-là, Reed a libéré une place sur le manteau. Il déplaça la vieille photo de sa femme sur l'étagère et la remplaça par la pochette perlée que Tula avait placée près de la fenêtre. Il n'a pas dit pourquoi. Personne ne n'a demandé. Ils ont tous compris. Dans le noir, Asha s'allongea à côté de lui pour la première fois. Vraiment à ses côtés sous les mêmes fourrures, sa peau chaude contre la sienne, son bras sur sa poitrine. Personne ne s'est faufilé pour dormir près du feu. Personne ne montait la garde. Le garçon rêvait paisiblement. La cabine ne ressemblait plus à un espace emprunté. Je me sentais comme à la maison et personne n'avait prévu de partir. La neige a fondu rapidement après la première pluie. La boue recouvrait le chemin allant de la cabane à la grange. L'eau s'est déversée des collines et a trempé la terre, inondant les terres sèches et transformant le sol autrefois cassant en terre lourde sous les pieds. Reed Holston se tenait sur le porche ce matin-là, une pelle à la main, l'odeur du pain dégelé et de la poussière humide lourde dans l'air. De la vapeur s'élevait du toit avec le soleil. Pour la première fois depuis des mois, les oiseaux étaient de retour. Des hirondelles bêtes qui volaient et piquaient autour du bord de la cour, comme si elles attendaient le bon signal. À l'intérieur, la cabine avait changé de manière discrète. Les fourrures étaient désormais pliées en une pile bien nette au lieu d'être éparpillées. La vitre fissurée avait été réparée avec un carré de toile huilée, cousu soigneusement par Ren. Le garde-manger était mieux organisé. Le garçon Toto avait un tapis tissé sur lequel il se pelotonnait la nuit au lieu de dormir près du poêle. Et Tula lui avait clairement fait comprendre avec des mots doux qu'il avait besoin de structure maintenant, pas seulement de chaleur. Il n'a pas discuté. Il avait commencé à la appeler tante d'une voix saccadée et chuchotée, et parfois, elle se laissait sourire quand il le faisait. Reed se déplace plus lentement ces jours-ci, non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'observation. Il observait davantage, prenait le temps de remarquer les choses qu'il croisait. Il remarqua la façon dont Ren avait arrêté de garder un couteau caché sous sa couverture. La façon dont Tula parlait plus librement lorsque le vent se levait, racontant des histoires de son enfance comme si elles avaient toujours appartenu à cet endroit. Et il remarqua la façon dont Asha bougeait quand elle pensait que personne ne la regardait, ses mains effleurant sa robe à plat, son corps détendu, son visage adouci. Il ne manquait pas la façon dont elle s'attardait maintenant lorsqu'elle le touchait. Sa paume sur sa poitrine le matin, ses doigts effleurant son bras quand elle passait. Elle n'a rien demandé de plus que ce qu'ils avaient déjà. Mais Reed sentait la tension monter entre eux. Pas une question, une certitude. Ce soir-là, ils étaient assis ensemble dehors tandis que le ciel devenait orange. Asha se tenait au bord de la clôture, les bras croisés,
les cheveux lâchés sur ses épaules. Elle portait toujours la même robe, mais maintenant elle était entièrement réparée, cousue avec soin par Tula et elle-même, et ajustée à la taille avec une nouvelle ceinture en cuir que Reed lui avait donnée. Cela encadrait entièrement sa silhouette, ses hanches, sa poitrine, la pente de son dos, et il ne détourna pas le regard quand il le remarqua. Pas plus. Reed s'approcha d'elle, les bras croisés de la même manière. « Il va falloir redresser le toit, dit-il doucement. Asha pencha la tête. « Nous restons donc assez longtemps pour cela. » Reed fit un petit signe de tête. Elle regarda vers les montagnes. « Tu penses que d'autres ont réussi à sortir de notre camp? » Il était assez battu, puis il a dit quelques-uns, peut-être pas beaucoup. Asha inspira par le nez, puis expira lentement. « Nous avons vécu. » Elle a dit que cela devrait signifier quelque chose. « C'est vrai. » Elle se tourna vers lui. « Je veux que ce soit plus qu'un simple abri. Roseau, je veux des racines, pas seulement de la survie. » Il la regarda un long moment, puis dit, « Alors reste. Planifiez-le ici. » Elle s'approcha, son corps pressé contre le sien maintenant. Une main reposait sur sa poitrine, les doigts écartés. Sa voix baissa. « Je veux partager ton lit. » Reed n'a pas répondu avec des mots. Il se pencha lentement et sûrement et l'embrassa. Pas un seul coup de lèvres cette fois. Une connexion profonde et stable. Sa main glissa le long de son cou, ses courbes contre lui, son souffle s'arrêtant légèrement. Cette nuit-là, elle le rejoignit sous les fourrures. Ni pressé, ni désespéré, leur corps s'accordait comme s'ils se connaissaient depuis plus longtemps que ce long hiver. Sa main guida son mouvement lent et certain. La lumière du feu scintillait sur sa poitrine, là où sa robe avait été descendue jusqu'à sa taille, ses seins pleins et nus contre lui. Ses cuisses s'enroulèrent autour de ses hanches. Ils n'ont pas parlé pendant, ils ont juste respiré, bougé ensemble, sont restés. Plus tard, elle était allongée, la tête sur son épaule, son bras autour de sa taille, ses doigts traçant la cicatrice qui courbait le long de ses côtes. « Je n'ai pas besoin de promesses, murmura-t-elle. « Tu as plus que ça, dit-il. Au matin, Wren les vit à travers la porte, toujours recroquevillés l'un contre l'autre. Elle ne parla pas, mais lorsqu'elle apporta de l'eau à l'intérieur, elle la posa sur la table avec une douceur que Reed n'avait jamais vue chez elle auparavant. À midi, le terrain extérieur avait commencé à montrer des pousses vertes le long de la clôture, et à l'intérieur, quelque chose avait pris racine pour de bon. À la fin du printemps, la terre avait complètement repris ses couleurs. Les collines au-delà de la cabane, autrefois grises et stériles, fleurissaient de fleurs sauvages jaunes et d'herbes de prairies coriaces. Le sol était à nouveau mou, du genre à pouvoir laisser des traces de pas et à les retenir un moment. Le mulet perdait ses poils par touffes. Les oiseaux nichaient sous les avant-toits. Et le ruisseau que Reed pensait assécher pour de bon coulait désormais de façon régulière et claire. À l'intérieur de la cabine, la vie s'était installée dans quelque chose qui ne semblait plus temporaire. Tojo était devenu plus fort. Il passait plus de temps dehors qu'à l'intérieur, aidant les jardiniers à construire des clôtures et apprenant à ramasser du petit bois sans casser les jeunes arbres. Ces mots venaient plus librement maintenant, moitié anglais, moitié apache, mais toujours précis, prudent, comme s'il apprenait encore à faire confiance à sa propre voix. Wren s'était également fait une place. Elle prononçait rarement plus de quelques mots par jour, mais elle était toujours en mouvement, transportant de l'eau, réparant du cuir, réparant les charnières de la porte de la grange. Elle avait pris le contrôle du mur de sellerie, organisant les outils de Reed mieux que jamais. Elle ne souriait pas souvent, mais quand elle le faisait, c'était réel. Tula a passé plus de temps dans le jardin qu'elle avait défriché derrière la cabane. Elle a extrait des légumes d'un sol récalcitrant. Elle fredonnait pendant qu'elle travaillait, fredonnait quand elle pliait le linge, fredonnait quand elle cousait. Ce son faisait désormais partie de la maison. Bas, chaud, stable comme elle. Et Asha était devenu quelque chose que Reed n'avait plus osé espérer. Elle n'en parlait pas trop fort. Elle ne lui a pas demandé de changer ou de dire des mots pour lesquels il n'était pas fait. Mais sa présence remplissait la pièce d'une manière que personne d'autre n'aurait pu faire. Elle partageait son lit chaque nuit, son corps blotti contre ses fourrures sous-utilisées, et se réveillait avec lui chaque matin, ses épaules se frôlant dans la pénombre. Elle cuisinait quand elle en avait envie, travaillait quand elle n'en avait pas envie,
et prenait toujours le temps de le toucher. Son épaule, son dos, le côté de son visage, juste assez pour dire « Je suis là, toujours là ». Ils n'ont jamais parlé de mariage, pas formellement. Il n'y avait pas de prédicateur, pas de bague, mais la décision avait déjà été prise discrètement par l'acte de rester. Cette semaine-là, Reed a construit une deuxième aire pour les poulets derrière la grange. Tojo a aidé. Les mains du garçon étaient encore petites, mais sa prise était ferme, et Reed lui montra comment tenir un marteau, comment aligner des clous avec son pouce, comment tester le poids d'une poutre avant de la mettre en place. Il travaillait au soleil sans trop parler. Mais à la fin de la journée, lorsque la clôture fut dressée et le coupé couvert, Toto le regarda et dit « Puis-je t'appeler père? » Reed n'a pas parlé tout de suite. Sa gorge se serra. Il s'essuya le front avec sa manche. J'ai regardé le garçon dans les yeux. « Tu le fais déjà, » dit-il. Ce soir-là, Reed sortit une vieille pochette en toile cirée qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvait une boucle de ceinture syndicale en argent, usée et lisse. Il le donna à Tojo et dit « C'était à moi, c'est à toi maintenant. » Tojo le tenait à deux mains et hocha la tête solennellement. Les femmes regardaient depuis le porche. Asha sourit, sa main posée sur son ventre. Ce n'était pas encore évident. Pas à personne d'autre qu'à Reed, qui avait remarqué la façon dont elle tenait son corps différemment ces derniers jours. Plus lent, plus lourd, protecteur. Il n'a pas demandé. Il n'en avait pas besoin. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient assis près du feu, Asha s'appuya contre lui. Le garçon s'était endormi. Ren et Tula parlaient doucement près du poêle, échangeant des idées pour la planification de la saison prochaine. Vous savez, Asha a dit, « Mon peuple croit qu'une nouvelle vie arrive lorsque la terre a enfin fini de pleurer. » Au début, Reed ne dit rien. Il posa simplement sa main sur la sienne. Puis il a demandé, « Et les gens, est-ce qu'on a ça aussi? » Asha tourna son visage vers le sien. « À vous de me dire. » Il se pencha et l'embrassa lentement, profondément, sûrement, comme un homme qui n'avait plus peur de vouloir quelque chose. Cette nuit-là, ils restèrent allongés ensemble en silence, non par habitude, mais par paix. Le genre qui n'arrive qu'après un long hiver. Après des années à porter le deuil sans aucun endroit où le déposer, il avait désormais un endroit, un nom, une forme, une famille. À l'aube, une douce brise soufflait à travers les fences de la fenêtre. L'odeur de terre chaude et de pain flottait. Reed remua, puis regarda à sa droite. Asha, toujours endormi, la main posée juste au-dessus de son bas-ventre. Il sourit. Ils avaient survécu à ce qui s'était passé auparavant. Maintenant, ils devaient choisir ce qui allait suivre, et cette fois, personne ne le leur prendrait.